Et bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité. Israël, toujours au cœur d'une vague terroriste, 18e jour de violence ce lundi. Et pour la première fois, c'est la ville de Be'er-Sheva qui a été visée hier soir. Un terroriste armé est parvenu à s'introduire dans la gare routière de la ville. Bilan 2 morts et 10 blessés, ce qui porte le bilan total à 8 Israéliens tués en 3 semaines. Le gouvernement israélien continue de prendre des mesures. Dernière en date, la plus controversée peut-être, plusieurs murs de béton vont être érigés entre quartiers arabes et quartiers juifs dans la capitale. Et alors que les violences se poursuivent, eh bien la voie diplomatique va être au centre des préoccupations cette semaine. L'ambassadeur de France en Israël est convoqué ce lundi par le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Binyamin Netanyahou s'envolera lui mercredi pour Berlin. Il doit y rencontrer John Kerry qui se rendra ensuite à Amman pour s'entretenir avec Mahmoud Abbas. Et puis du côté des opinions publiques, eh bien la vague anti-israélienne continue de se renforcer. Le scénario est le même à chaque conflit dans la région. Les manifestations pro-palestiniennes gagnent en intensité. Tour d'horizon à suivre. Enfin, cette question, le monde arabo-musulman se sent-il encore concerné par la cause palestinienne? Pour l'heure, le constat est simple, les grandes capitales arabes s'en détournent largement. Bienvenue à tous. Israël entre donc ce lundi dans sa 3e semaine de violence. Hier, c'est la ville de Be'er-Sheva qui a été visée pour la première fois depuis le début de cette crise. Un terroriste armé est parvenu à s'introduire dans la gare routière de la ville. Bilan 2 morts et 10 blessés. Myriam Amman. Après une journée calme, la terreur a de nouveau frappé au cœur d'Israël. Et pour la première fois, c'est le sud du pays qui est touché. Vers 19h30, un Palestinien armé d'un couteau et d'une arme de poing pénètre dans la gare centrale de Be'er-Sheva. Il attaque un soldat israélien de 19 ans, lui vole son arme de service et tire sur la foule. Après de longues minutes, le terroriste est neutralisé. C'était une scène difficile et complexe. Des blessés étaient allongés au sol. Les secouristes ont immédiatement enclenché la procédure adaptée et très vite nous avons évacué les blessés graves. Des personnes choquées ont été prises en charge sur place, puis transportées elles aussi à l'hôpital quelques minutes plus tard. Dans la confusion, les forces de sécurité pensent avoir affaire à 2 assaillants. Un vigile ouvre le feu sur un individu suspect. Il s'agit en fait d'un Érythréen de 20 ans venu à la gare se restaurer après sa journée de travail. Au moment du tir, il tentait de fuir le terroriste. La confusion dure encore de longues minutes. Des Israéliens présents dans la gare s'en prennent à l'Érythréen et lui assènent des coups. La victime est conduite à l'hôpital mais succombera à ses blessures. Le bilan est lourd, 2 morts et 10 blessés, dont 2 sont toujours dans un état critique. L'enquête sur le déroulé de l'attentat est en cours avec 2 questions principales. Comment le terroriste a-t-il pu déjouer la sécurité et pénétrer dans cette gare très fréquentée avec une arme de poing? Et la deuxième, pourquoi un innocent a-t-il été confondu avec le terroriste? Et cette vague de violence, vous le savez, a démarré à Jérusalem. La capitale israélienne vit depuis sous tension. La ville est constituée de quartiers arabes qui jouxtent les quartiers israéliens. Et c'est le cas notamment de l'université de la ville qui a connu hier une rentrée académique plus tendue que jamais. Éléonore Veil. Une rentrée universitaire pas comme les autres. Jérusalem ce dimanche, 40 000 étudiants reprennent le chemin des cours. Retrouvailles, grands sourires et sacs à dos, des images qui pourraient avoir été tournées dans n'importe quelle faculté. Mais ici, à l'université hébraïque de Jérusalem, à l'est de la ville, la situation sécuritaire pose un réel problème. Géographiquement, le campus est entouré de villages arabes dont sont issus de nombreux étudiants. Devant la recrudescence des attaques au couteau et face au renforcement des mesures de sécurité, le quotidien des étudiants, juifs et arabes, a changé. J'étais chez des amis et j'ai oublié de prendre ma carte d'identité. J'étais à Issaouia et je suis venue au point de passage et les soldats m'ont tout de suite demandé si j'avais mes papiers. Je ne les avais pas, alors les questions ont commencé et se sont enchaînées, d'où tu es, va sur le côté, etc. Ça m'a stressée, j'ai pleuré, mais j'avais l'impression que la situation les angoissait autant que moi. Une réalité complexe pour cette rentrée universitaire. Afin d'endiguer le sentiment d'insécurité, la direction de l'établissement propose aux étudiants des services de transport indépendants du centre-ville au campus et sans passer par les quartiers arabes.
Sur les 3 campus de Jérusalem, il y a des bus pour les étudiants qui ont peur ou pour ceux qui hésitent à se déplacer. En coopération avec l'université, on a aussi augmenté les mesures de sécurité et on propose également des cours d'autodéfense. Le président de l'université, dans une lettre adressée à l'ensemble de la communauté estudiantine, appelle chacun à faire entendre ses opinions, mais de manière pacifique. Avant tout, j'ai écrit une lettre aux étudiants. On encourage vraiment l'engagement ici dans la vie publique et l'expression de ses opinions. Mais on a aussi fixé des règles claires. Pour cela, on ne permet pas la violence d'aucune manière. Mais pour l'heure, le personnel de l'université distribue une fleur rouge à tous les étudiants. Une manière de rappeler à tous l'importance du vivre ensemble dans cette institution où Juifs et Arabes construisent leur avenir côte à côte et sur un même campus. Et on vous retrouve à Jérusalem. Mathias Inbar, vous êtes dans ce quartier de l'université hébraïque de Jérusalem. Alors le cabinet de sécurité, on l'a dit, continue de prendre des mesures pour tenter de protéger ses habitants. Et on l'a dit, la plus controversée peut-être, c'est la dernière en date, une décision d'ériger des murs de béton entre quartier arabe et quartier israélien de la ville. Écoutez, et là aussi, c'est à ne plus rien comprendre. Je viens de m'entretenir il y a quelques instants avec le conseiller sécuritaire du ministère de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, et qui lui me dit que ces murs de béton sont une non-info parce que la décision aurait été prise il y a un mois, au moment, vous vous en souvenez sans doute, où il y avait des jets de pierre et des fusées fumigènes ainsi que des cocktails Molotov quasi quotidiens contre les maisons de Armon HaNativ qui jouxtent le quartier de Djabel Moukaber. Et donc la décision n'a pas été prise hier ou avant-hier par le cabinet restreint de sécurité, mais il y a un mois. C'est la raison pour laquelle Binyamin Netanyahou a ordonné hier soir de ne pas continuer tout simplement le déploiement de ces murs de béton. Parle-t-on d'une séparation de Jérusalem ou alors d'une non-info? On le saura dans les prochaines heures. Toujours est-il que les grues ont d'ores et déjà fait marche arrière depuis ce matin et ces blocs de béton, il y en a 4 exactement, resteront en l'état. Alors, autre information avérée, celle-là, Mathias, une hausse de 5000%. Le chiffre est impressionnant. Hausse de 5000% en 2 semaines des demandes de permis de port d'armes dans le pays. Est-ce qu'on peut dire qu'une psychose s'est installée en Israël ? Écoutez, il y a une psychose et aussi une mauvaise compréhension de ce que dit le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, dans la presse, parce que tout simplement, les civils estiment être en droit désormais, comme le 2e amendement aux États-Unis, de pouvoir disposer une arme à partir du moment où ils en font la demande. Or, ce n'est pas le cas finalement, parce que les facilités d'obtention de port d'armes sont adressées principalement aux gardes de sécurité, aux forces de sécurité, mais également aux personnes qui habitent dans les implantations de Cisjordanie. Et lorsque les personnes, les simples civils de Jérusalem, de Tel Aviv, appellent les armureries, eh bien, ils ont une sorte de fin de non-recevoir, à savoir qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux n'ont pas le droit. Alors effectivement, hausse vertigineuse de demandes de port d'armes, mais dans le même temps, eh bien, incapacité pour eux d'obtenir justement ce port d'armes. Merci pour ces précisions, Mathias, depuis Jérusalem. Et on l'a dit justement, Jérusalem et ses lieux saints ont été le point de départ de cette crise. Ceux qui mènent cette vague de violence sont principalement les habitants de Jérusalem-Est. Et pour les spécialistes, eh bien, le soulèvement des Palestiniens dans la ville sainte est sans précédent depuis 1967. Dror, est-ce que cet engagement des Palestiniens de Jérusalem-Est a surpris les Israéliens ? Oui, alors l'engagement des Palestiniens à Jérusalem-Est, aussi le profil des terroristes impliqués. La quasi-totalité, la plupart sont originaires effectivement de Jérusalem-Est, sont très jeunes, ça on l'a dit et redit. Et puis ce qui est très surprenant, Barbara, c'est qu'il s'agit en général de jeunes issus de familles non islamisées ou non islamistes. Des jeunes plutôt issus des classes moyennes, plutôt bien intégrés, parfois assez populaires dans leur milieu. Donc a priori pas des marginaux et des jeunes qui donc décident du jour au lendemain de passer au terrorisme. Pour beaucoup de spécialistes, c'est une vraie surprise. Alors un mot, vous parlez du profil des terroristes, un mot de la population de manière générale de ces quartiers de Jérusalem-Est. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de Palestiniens de Jérusalem-Est ou faut-il parler d'Arabes de Jérusalem-Est ?
La terminologie officielle, en tout cas en Israël, ce sont les habitants arabes de Jérusalem-Est. Eux-mêmes se considèrent comme palestiniens, bien évidemment. Il faut rappeler peut-être un mot du statut un petit peu particulier des habitants de Jérusalem-Est. Jérusalem-Est a été annexé. C'est l'un des rares territoires avec le plateau du Golan conquis en 67 à avoir été annexé formellement par Israël. Une annexion qui n'a jamais été reconnue au niveau international. Donc les habitants de Jérusalem, qui le souhaitent, peuvent obtenir la nationalité israélienne. Mais seulement 5% d'entre eux l'ont fait et sont donc citoyens israéliens. Le reste sont considérés comme résidents temporaires. Et à ce titre, d'ailleurs, ils bénéficient d'une totale liberté de mouvement et de déplacement en Israël même. On va peut-être revoir le graphique qu'on a vu tout à l'heure, les quelques chiffres. 320 000 personnes habitent dans les quartiers arabes de Jérusalem, ce qui représente environ presque 37% en fait, de la population totale de la ville. 5%, on vient de le dire, sont des citoyens israéliens parce qu'ils en ont fait la demande. La grande majorité donc a refusé cette opportunité. 75,4%, c'est un chiffre important, sont considérés, mais selon les critères israéliens, comme étant en deçà du seuil de pauvreté. Et environ 50 000 travaillent quotidiennement à Jérusalem en obtenant des salaires israéliens et bien évidemment la couverture sociale israélienne. Alors, pour finir, Dror, on le sait, cette crise a démarré autour de la mosquée Al-Aqsa. Est-ce que les Arabes ou les Palestiniens de Jérusalem-Est se sont sentis finalement le mandat de protéger cette mosquée au nom de tous les Palestiniens? Alors, c'est peut-être effectivement la principale motivation de ces terroristes qui, semble-t-il, ont été beaucoup plus sensibles que d'autres Palestiniens au discours mensonger véhiculé notamment par l'aile nord du mouvement islamique israélien, le cheikh Raed Salah, avec cette série de fantasmes sur les soi-disant volontés israéliennes, non seulement de ne plus respecter les statu quo en vigueur sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées, mais également peut-être d'y détruire la mosquée d'Al-Aqsa pour y construire le troisième temple. Rien n'est plus éloigné de la vérité, mais a priori sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook, on a parlé de l'implication des jeunes, et bien ce genre de discours non seulement a circulé, mais a trouvé, semble-t-il, un écho favorable dans une partie de la population de Jérusalem-Est. Encore une fois, la grande majorité des terroristes de ces dernières semaines sont issus des quartiers de Jérusalem-Est. Merci pour ces précisions, Dror. Et alors que les violences se poursuivent, on l'a vu encore hier dans la ville de Be'er-Sheva, eh bien la voie diplomatique va être au centre des préoccupations cette semaine. Binyamin Netanyahou s'envolera mercredi pour Berlin, où il rencontrera John Kerry. De leur côté, les Français tentent de promouvoir une initiative unanimement rejetée à Jérusalem. Et l'ambassadeur de France est d'ailleurs convoqué ce lundi par le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Explication, Léa Berdugo. Benyamin Netanyahou est catégorique, il ne peut pas tolérer l'initiative française à l'ONU impliquant une présence d'observateurs sur l'esplanade des mosquées. Israël ne peut pas accepter la proposition française au Conseil de sécurité des Nations Unies car elle n'inclut aucun rappel de l'incitation à la violence et au terrorisme de la part des Palestiniens. Et elle appelle à l'internationalisation du mont du Temple. Cependant, il ne s'agirait pas d'une résolution, mais d'une déclaration du président du Conseil, de fait non contraignante. Malgré la vive réaction du Premier ministre israélien, cette initiative n'est pas prise au sérieux à Jérusalem, puisqu'il faut l'aval des 15 membres du Conseil de sécurité pour être approuvée, dont les États-Unis, ce qui est très peu probable selon d'anciens diplomates. À l'international, les réactions se poursuivent. Ce dimanche, c'est au tour du pape François de lancer un appel au calme. Il se dit préoccupé par le climat de violence et de tension qui prévaut en Terre Sainte. En ces temps, il y a un grand besoin de courage et de force morale pour dire non à la haine et à la vengeance et faire des gestes de paix. De leur côté, les Américains tentent de reprendre leur rôle de médiateur. Au cours de cette semaine, je vais rencontrer le Premier ministre Netanyahou parce qu'il sera en Allemagne. Nous nous retrouverons là-bas. Ensuite, j'irai dans la région et je rencontrerai le président Abbas, le roi Abdallah de Jordanie et d'autres. Et entre les deux, j'aurai des réunions importantes au sujet de la Syrie. Le secrétaire d'État ne s'est pas rendu en Israël et dans les territoires palestiniens depuis 1 an et demi, après l'échec du processus de paix initié par les Américains. Voilà.
Daniel Haïk, l'ambassadeur de France en Israël est convoqué ce lundi au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Pour quelle raison? Pour que les Israéliens puissent lui exprimer la colère de l'administration israélienne, du Premier ministre, qui est aussi chef de la diplomatie, face à l'initiative française, cette initiative qu'on n'a pas du tout appréciée, pour plusieurs raisons en Israël. D'abord parce qu'elle implique une internationalisation de ce lieu, qui est un lieu extrêmement sensible. Alors déjà, vous le savez, historiquement, on a toujours refusé côté israélien la moindre internationalisation de Jérusalem, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du mont du Temple. Et puis aussi parce que la résolution, cette résolution semble avoir adopté le narratif palestinien. Elle ne mentionne pas du tout les incitations à la haine de l'autorité palestinienne. Elle ne mentionne pas du tout les attentats terroristes dont les Israéliens ont été vécus. Donc, d'une certaine manière, côté israélien, on n'est pas du tout content de cette initiative partisane de la France. Et puis aussi peut-être parce qu'il y a derrière cela une volonté à travers les Français, à travers cette expression de la colère en direction de la France, de mettre en garde l'administration américaine, John Kerry lui-même, qui pourrait être tenté d'une solution justement qui implique une intervention internationale sur le mont du Temple. Un message en même temps aux Américains, les Américains qui savent faire de leur côté. On l'a dit, Benjamin Netanyahu doit s'envoler mercredi pour Berlin où il devrait rencontrer John Kerry sur place en Allemagne. John Kerry qui poursuivrait sa tournée vers Amman pour y rencontrer le président palestinien. Oui. Alors, il est bon d'utiliser le conditionnel parce que tout cela n'est pas encore sûr. Ce matin, il y a eu des informations sur lesquelles Benjamin Netanyahu pourrait à nouveau reporter sa visite à Berlin pour la seconde fois. C'était il y a 15 jours aussi, au moment de le début de la vague de violence. Il avait utilisé l'argument sécuritaire pour ne pas se rendre à Berlin. Il est possible et il semble. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours aussi, Benjamin Netanyahu avait annulé la venue du quartet des hauts fonctionnaires subalternes, on peut dire, qui devaient venir ici au nom du quartet. Il semble que Benjamin Netanyahu ne soit pas pressé de rencontrer John Kerry parce qu'il ne veut peut-être pas être sous la pression des Américains et qu'il estime que quelque part, dans la conjoncture actuelle, cette pression, elle ne sera pas suffisamment utile pour la cause d'Israël, pour défendre Israël. Et donc, il préfère, d'une certaine manière, peut-être éviter une rencontre avec John Kerry. Peut-être qu'il souhaite que d'abord John Kerry aille rencontrer celui qu'il tient pour responsable de la crise actuelle, c'est-à-dire Mahmoud Abbas. Est-ce que Benjamin Netanyahu rencontrera lui aussi peut-être Mahmoud Abbas pour tenter de mettre fin à cette crise? Il a répété sa volonté de rencontrer le président palestinien. Oui, il me semble qu'on n'y est pas encore. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'en début de semaine ou la semaine dernière, Benjamin Netanyahu avait critiqué très vertement dans une conférence de presse Mahmoud Abbas. Il avait mis le doigt sur les mensonges du leader palestinien. Même s'il avait appelé, s'était déclaré favorable à une rencontre. D'un autre côté, il est difficile de conjuguer ce paradoxe entre la volonté de rencontre et les accusations portées par Mahmoud Abbas. Il s'agit aussi d'un contexte particulier. On est en face de deux leaders, le leader israélien et le leader palestinien, qui sont des leaders affaiblis. Benjamin Netanyahu a une très petite marge de manœuvre. Abbas semble affaibli dans la rue palestinienne. Donc on ne voit pas vraiment comment les Américains vont enclencher une rencontre comme celle-là. Merci Daniel. Et puis du côté des opinions publiques étrangères, eh bien la vague anti-israélienne continue de se renforcer. Le scénario elle-même, à chaque conflit dans la région, les manifestations pro-palestiniennes gagnent en intensité. Rudy, tour d'horizon avec vous. Oui, alors dans les deux camps, chacun a mobilisé en quelque sorte ses troupes ce week-end. Ça a commencé vendredi du côté de Berlin, en amont de cette rencontre Netanyahou-Merkel dont on vient de parler. 180 manifestants avaient répondu à l'appel de la communauté palestinienne allemande et ont scandé Nazi Rao, c'est-à-dire Nazi dehors, en faisant référence à Israël. Même ambiance du côté de Londres, dans le cœur de Londres. 150 manifestants ont bloqué le trafic de l'une des plus grandes artères commerçantes de la ville, Oxford Street. Ils manifestaient, je cite, contre la vente d'armes britanniques à Israël. Alors on peut également citer Paris, où samedi on a pu entendre, je cite, Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi, un slogan qui rappelle d'autres slogans tenus lors de jours de colère au même endroit. Alors manifestation aussi à Rome, à Madrid, à Toronto, et évidemment à Téhéran, mais toujours avec des messages plus ou moins diffus du côté des pro-palestiniens.
Alors côté pro-israélien, on a tenté aussi de se mobiliser ce week-end. Oui, alors là la mobilisation a été forte et puis surtout le message a été un petit peu plus homogène dans le sens où de Paris à Londres en passant par Berlin justement, les communautés juives ont eu à cœur de rétablir leur ordre des choses, marteler deux messages. Le premier message c'est que les Israéliens font bel et bien face à une vague de terreur depuis 2 semaines et puis autre message, Israël ne veut pas briser le statu quo. Est-ce qu'on peut dire une sorte de conclusion de ces manifestations qui se sont tenues tout le week-end? Alors oui, si on regarde les chiffres du côté palestinien, on compte des centaines de personnes tout au plus. Regarde entre Paris, Londres, Berlin et même Lille. Alors certes, leur présence, leur vivacité médiatique, leur vivacité sur les réseaux sociaux peuvent amener à croire à une véritable mobilisation, mais en réalité, quand on voit les chiffres, on voit qu'on parle d'un micro-phénomène. Seuls les vrais militants les plus acharnés de la cause palestinienne étaient dans la rue. Là, on voit Lille. Côté pro-israélien, en proportion, là, la mobilisation a été forte. 3000 personnes selon la police hier soir devant l'ambassade d'Israël à Paris. C'est beaucoup, ça traduit deux choses. Pour la communauté juive de France, l'inquiétude face à un terrorisme difficile à juguler et deuxièmement, une solitude face au manque de soutien d'Israël de leur propre gouvernement. Mais ce qu'il faut en conclure, vraiment, c'est que tout simplement cet embrasement en Israël n'intéresse pas les masses et se fait réellement dans l'indifférence générale, malgré les images coup de poing qu'on peut voir ça et là en Europe. Merci Rudy. Et puis côté américain, cette fois, le soutien à Israël se veut plus marqué. En témoigne cette visite du maire de New York à Jérusalem. Il s'est rendu hier au chevet des blessés israéliens. Maxime Pérez. Le maire de New York au chevet des victimes des derniers attentats de Jérusalem. Samedi soir, Bill de Blasio a effectué une visite remarquée à l'hôpital Hadassah, accompagné par son homologue israélien Nir Barkat. Une visite de solidarité où les gestes et les mots étaient au rendez-vous. Nous avons rencontré aujourd'hui 3 familles touchées par ces actes de terrorisme et nous considérons que tout acte de violence dirigé contre des civils est inacceptable. Il faut le condamner et le combattre car il ne peut y avoir de paix où des civils sont attaqués sans raison. À Jérusalem, les forces de sécurité israéliennes maintiennent leur état d'alerte maximale par crainte de nouvelles attaques à l'arme blanche. Autour de la vieille ville et dans la partie est de la capitale, les contrôles de Palestiniens se font fréquents. Et devant la gare routière, théâtre d'un attentat mercredi dernier, les Israéliens s'habituent à cette nouvelle réalité. Je viens à l'instant d'arriver en autobus et je peux vous dire qu'il y a eu un petit moment de panique, car en plein milieu du trajet, des policiers sont montés à bord pour inspecter l'autobus. Ça s'est bien passé, un passager les a même remerciés. Les policiers sont ensuite redescendus. Au même moment, le cabinet israélien se réunissait pour le traditionnel Conseil des ministres. Le gouvernement a approuvé une nouvelle série de mesures sécuritaires, le déploiement de soldats dans les lieux publics sensibles, ou encore le recours à des fouilles systématiques sur tout individu suspect. Ces derniers jours, ces pratiques ont permis à la police israélienne de déjouer plusieurs attentats. Elles seront maintenues aussi longtemps que la situation l'exigera. Voilà, Israël est donc entré ce lundi dans sa 3e semaine de violence consécutive et on l'a dit hier, c'est la ville de Beersheva qui a été visée pour la première fois depuis le début de cette crise. Un terroriste armé est parvenu à s'introduire dans la gare routière de la ville et le bilan est lourd, 2 morts et 10 blessés. On vous retrouve sur place, Elsa Mimoun, vous êtes devant la gare routière de la ville, cette capitale du Negev. Quel est le climat sur place ce matin? Est-ce que le trafic a été rouvert normalement? Oui, bonjour Barbara, nous nous situons actuellement dans l'enceinte même de la gare, là où s'est déroulée hier l'attaque meurtrière qui, vous l'avez dit, a fait 2 morts et dizaines de blessés. Derrière moi, les vitres portent encore les marques de cette attaque. Le terroriste, selon nos informations, serait arrivé par la 2e entrée de la station centrale d'autobus qui est, selon les dires de la sécurité, moins contrôlée que les entrées principales. Ce matin, vous le voyez, du monde à la station centrale d'autobus, beaucoup d'ailleurs de soldats, de la présence policière également aux abords de la station, un contrôle légèrement renforcé, mais selon les voyageurs, tous les sacs n'ont pas été fouillés, ce qui a provoqué une légère inquiétude ce matin. Elsa, est-ce qu'on peut dire que cette attaque d'hier est liée aux appels qu'on a entendu se multiplier ce week-end, l'appel de lâcher les couteaux au profit des armes à feu?
Alors il faut dire, Barbara, que c'est la deuxième attaque à l'arme à feu depuis ce début de mois d'octobre qui a été marqué par de nombreuses violences. La première avait eu lieu il y a quelques jours à Jérusalem. On ne sait pas encore si le phénomène va se répéter. Ce qu'on peut dire, en tout cas ce que disent les experts, c'est que l'incitation va continuer notamment sur les réseaux sociaux et dans certaines mosquées, ce qui pourrait conduire les terroristes potentiels à mener les attaques de cette manière. Encore plus difficile de prévenir cela pour les services de sécurité, bien évidemment. Merci Elsa depuis Beersheba. Et puis au cœur de cette crise, cette autre question, le monde arabo-musulman se sent-il encore concerné par la cause palestinienne? Cyril, pour l'heure, le constat est plutôt simple. Les grandes capitales arabes s'en détournent largement. Oui, où sont les millions d'Arabes? C'est le titre, Barbara, d'une chanson palestinienne très connue, une chanson fétiche des Palestiniens qui dénoncent habituellement le mutisme du monde arabe face à ce qu'ils considèrent être la tragédie de leurs frères en Palestine. Où sont les millions d'Arabes? Où est la colère arabe? Eh bien, le refrain a refait surface ces derniers jours sur les réseaux sociaux, qui regorgent d'ailleurs également de caricatures. On va en voir deux exemples. Des caricatures acerbes palestiniennes qui dénoncent, dans le meilleur des cas, la cécité du monde arabe, voire la complicité dans la deuxième caricature avec l'État juif. Vous voyez donc cet arabe, voilà, croqué ici derrière un char israélien qui donne l'assaut sur la mosquée d'Al-Aqsa. Alors visiblement, les Arabes sont trop occupés à s'entretuer sur les théâtres syriens ou yéménites. On le sait, les sunnites et les chiites s'entredéchirent. Pas étonnant donc dans ce contexte géopolitique, eh bien que l'intifada des couteaux, telle qu'elle est qualifiée par les Palestiniens, ne suscite pas trop d'intérêt dans le monde arabe. Et puis chez les voisins directs des Palestiniens, chez les Égyptiens et les Jordaniens, silence radio. Alors les Égyptiens ont en ce moment d'autres chats à fouetter, puisqu'ils élisent leur parlement. On va voir un présentateur vedette qui n'a pas l'habitude d'y aller avec le dos de la cuillère en ce qui concerne Israël, et bien mettre en garde les Palestiniens de ne pas reproduire justement les erreurs du passé, notamment les erreurs commises par le peuple palestinien pendant la seconde intifada. On l'écoute. في الشارع تقوم ضربه بسكينه يبقى كده احنا بنقاوم. شوفوا يعني القضيه الفلسطينيه في قلب كل واحد منا، لكن لو مش هنعرف ندرس اخطائنا القديمه من اول الحجاره اللي كنا سعداء بيها، فلسطين مش هتتحرر بسكاكين بتضرب في مستوطن معدي او عيل اسرائيلي بيعبر اشاره مرور. Pas d'élan de solidarité donc dans les télés égyptiennes, pas d'affluence massive non plus dans les rues, quelques centaines de manifestants dans la rue du Caire, alors qu'on avait l'habitude à chaque fois, que ce soit en 87 pendant la première intifada ou en 2000 pendant la seconde intifada, de voir des dizaines voire des centaines de milliers d'Égyptiens dans les rues. Fait rarissime également, la police égyptienne a interdit l'accès de l'ambassade israélienne au Caire aux manifestants qui voulaient s'y rendre, comme ça a été le cas l'année dernière. Dans les rues du Caire, c'est avant tout l'insécurité physique et l'insécurité économique qui préoccupe les Égyptiens, tel qu'on va pouvoir le voir dans un micro-trottoir qui a été commandé par un site d'information palestinien et qui a été réalisé au Caire. بس عن القدس كلمة بسيطة يا ولدي. والله أنا من مصر. طيب وش المشكلة؟ القدس طلع العرب كلهم، شو يعني من مصر؟ شو يعني من مصر؟ مش دعوة. من مصر. بقول له احكي كلمة عن القدس، بقول له أنا من مصر. Voilà pour ce qui est de l'Égypte, et en Jordanie aussi, qui était monté au créneau, on s'en souvient, les premiers jours des violences, parce qu'on rappelle que la Jordanie est la gardienne des lieux saints musulmans à Jérusalem. C'est le silence radio, les attaques, l'intifada, les attaques au couteau sont très mal perçues. Soutenir en tout cas les attaques au couteau en Jordanie est très mal perçu par les autorités hachémites, et ça se traduit même dans les prêches des imams à Amman. Vous allez entendre cet imam jordanien qui dénote avec les prêches qu'on a pu entendre ces dernières semaines à Gaza ou ailleurs. Voilà, donc pas de soutien majeur ni en Égypte ni en Jordanie, rien ne va plus pour les Palestiniens, parce que même le fils de Mahmoud Abbas, Yasser Abbas, qu'on avait vu l'année dernière en train de donner son sang lors de l'opération Bordure Protectrice à Gaza l'été dernier, lui a été filmé en train de boire un coup dans un pub à Dubaï. Donc c'est dire sur ces images, c'est dire l'indifférence du monde arabe. Merci, et peut-être même Cyril. De certains Palestiniens. Merci Cyril. Tout de suite un nouveau point sur l'actualité avec Nathalie Nagar. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après.
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Les Égyptiens ont commencé à voter hier. Le scrutin durera jusqu'en décembre et devrait donner une confortable majorité au président Abdel Fattah al-Sisi. Une élection plutôt jouée d'avance, en l'absence de toute opposition violemment réprimée par cet ancien général. Explication Joseph Emmanuel. Ils attendent patiemment à l'entrée du bureau de vote. Nous sommes au Caire, c'est jour d'élection ce dimanche. Ce scrutin législatif suscite beaucoup moins d'intérêt que celui de la fin 2011, quand la première révolution mettait le président Moubarak à l'arrêt. Aujourd'hui, peu d'effervescence, peu de surprise aussi. Les proches de l'ancien parti au pouvoir, celui que dirigeait Hosni Moubarak, sont à peu près assurés de l'emporter. Et même si la surprise n'est pas de cette élection, les Égyptiens insistent sur l'importance de l'union. Après ce que nous avons vécu, nous devons tous venir ici et nous unir. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas être désunis sur l'Égypte. Difficile d'être désunis dans une élection sans opposition. La confrérie des frères musulmans, dont est issu Mohamed Morsi, a été littéralement bannie d'Égypte. Aujourd'hui jugée comme une organisation terroriste, elle avait à l'époque remporté toutes les élections organisées après la révolte, une révolte populaire qui avait chassé Hosni Moubarak après 30 ans de pouvoir. Alors, qui sont les candidats du scrutin de ce dimanche? Ils sont pour la plupart issus de la coalition appelée « Pour l'amour de l'Égypte », une coalition qui rassemble des figures de l'époque Moubarak ou des membres de leur famille. Et même si quelques-uns se présentent sous d'autres bannières politiques, tous soutiennent le régime al-Sisi. Les cartes semblent donc bien jouées pour le pouvoir, un pouvoir qui n'a pas lésiné sur les moyens. Les affiches des candidats sont placardées un peu partout dans les rues du Caire, dans les grandes villes égyptiennes aussi, et ce, depuis plusieurs semaines. Une attention inutile pour beaucoup d'observateurs qui dénoncent une élection législative où tous les partis politiques en course sont des émanations du parti au pouvoir. Et dans cette campagne, une femme a beaucoup attiré l'attention. La presse étrangère l'a rebaptisée la Chicholina égyptienne. C'est une ancienne danseuse du ventre. Mais voilà, Cyril, que sa candidature vient d'être invalidée. Eh oui, Sama Al-Masri rêvait de faire son entrée au Parlement égyptien après avoir fait parler beaucoup d'elle sur les réseaux sociaux. Mais la sulfureuse danseuse du ventre égyptienne devra donc bien attendre la prochaine législature. Alors en février dernier, le comité électoral avait pourtant bel et bien autorisé à se présenter dans la circonscription d'Azbakieh. C'est un quartier historique au centre du Caire, mais c'était sans compter sans l'appel de cette décision déposée par un avocat qui contestait cette éligibilité au prétexte qu'elle n'avait pas les qualités et la bonne réputation pour être candidate aux législatives. Une question de mœurs, exactement. Ouais. Et la Cour lui a donné raison, puisqu'elle vient d'être disqualifiée. Elle a été disqualifiée ce mercredi. Alors pour parvenir à ces décisions, évidemment, les juges administratifs ont visionné une quantité de vidéos, d'interviews et d'autres émissions de télévision dans lesquelles Sama Al-Masri apparaissait. Et c'est sur ces vidéos qu'ils ont fondé donc leur jugement de disqualifier cette candidature. Qui d'ailleurs depuis longtemps font le buzz sur les réseaux sociaux en Égypte, mais un peu partout dans le monde arabe. Exactement, parce que cette diplômée de littérature anglaise, qui est fille d'un professeur d'histoire, ouais. Elle doit sa popularité justement à ses vidéos. Elle avait été d'abord présentatrice, elle avait été danseuse du ventre, etc. Et puis elle s'en prend dans ses vidéos tour à tour aux salafistes, au président islamiste Mohamed Morsi, élu en mai 2013. Dans cette vidéo, par exemple, qu'on va voir passer, on entend chanter que les frères musulmans, tout simplement, sentent mauvais. Alors c'est une adepte, un soutien infaillible au président al-Sisi. Elle s'en est également pris au président Barack Obama, à l'époque où elle estimait que les États-Unis ne soutenaient pas suffisamment le coup d'État qu'elle soutient, elle, contre le président Morsi. Alors elle traite le président Obama d'imbécile ou l'ambassadrice américaine au Caire de vieille péripatéticienne, pour rester poli. Et je vous propose de regarder un petit extrait.
voilà, qui va faire plaisir au président Obama déguisé en Ben Laden. Alors on la voit également sur une autre vidéo laver à la main des sous-vêtements sexy, si bien que la cour a estimé que Sama Al-Masri ne véhiculait pas, je cite, l'image appropriée que l'on attend d'une femme. Vous voyez donc la révolution égyptienne est en marche, mais la révolution sexuelle, elle, devra attendre encore un peu. Merci Cyril. Direction la Turquie, à présent, qui a mené un véritable coup de filet au sein des sympathisants de Daesh sur son territoire. Opération d'envergure après le double attentat qui a frappé Ankara. En tout, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées à Istanbul hier matin. C'est à Nicole. La Turquie continue sa lutte contre l'État islamique. Ce dimanche, nouveau coup de filet, la police d'Istanbul a arrêté une cinquantaine de ressortissants étrangers dans une vaste opération menée contre les djihadistes de l'EI. Ces raids aériens ont visé notamment plusieurs appartements dans le quartier de Pendik, près d'Istanbul. Selon Ankara, les suspects arrêtés se préparaient à rejoindre l'Irak et la Syrie pour combattre aux côtés de l'État islamique. Ce vendredi, déjà, la police turque avait arrêté 10 personnes, la plupart des étrangers et membres de la branche de l'EI en Irak. Elles tentaient de rejoindre la Syrie. Ces derniers coups de filet interviennent une semaine après le double attentat suicide sur l'esplanade de la gare d'Ankara pendant une marche pour la paix. Ces attaques ont fait plus d'une centaine de victimes. Il s'agit du plus lourd bilan d'une attaque terroriste dans l'histoire de la Turquie. Le Premier ministre turc a annoncé que le groupe État islamique était le principal suspect de ces attentats. Dans le cadre de l'enquête ouverte sur ces attentats suicides, 11 personnes ont été arrêtées ce dimanche. Elles devraient être différées devant un tribunal. La police soupçonne également 2 jeunes Turcs originaires du sud du pays. L'un d'eux est le frère de l'auteur présumé d'un précédent attentat en juillet dernier à Sourouk, près de la frontière syrienne. L'attentat attribué par l'EI avait fait plus d'une trentaine de morts. Ces différentes attaques n'ont fait que renforcer la colère d'Ankara contre l'État islamique. La Turquie est bien décidée à lutter fermement contre le groupe terroriste. Ennemi juré du président syrien Bachar al-Assad, la Turquie a longtemps été accusée par ses alliés de complaisance vis-à-vis des djihadistes. Mais depuis juillet dernier, le pays a opéré un revirement en menant notamment des raids aériens contre l'État islamique en Syrie et en pourchassant les membres de l'organisation terroriste sur son propre territoire. Et c'est dans ce contexte qu'Angela Merkel est arrivée à Istanbul, visite délicate pour la chancelière allemande qui tente de négocier au nom des Européens pour renforcer les frontières européennes. L'objectif, que la Turquie maintienne sur son territoire plus de migrants qui tentent de fuir vers l'Europe, avec, vous allez le voir, une contrepartie pour la Turquie. Explication, Elsa Mourg. Acteur de première importance dans la crise des migrants, la Turquie recevait ce dimanche la visite d'Angela Merkel. Et pour cause, c'est de la Turquie qu'arrive la majorité des migrants et réfugiés en provenance de Syrie. Lors du dernier Conseil européen, Bruxelles a décidé de jouer la carte du donnant-donnant avec son voisin, l'assurance que les migrants et réfugiés restent en territoire turc en échange d'une aide financière. Je comprends la position de la Turquie à propos du problème de financement de la crise des réfugiés. L'argent promis dans le cadre du processus d'adhésion a été utilisé pour venir en aide aux migrants. Nous devons discuter d'une nouvelle somme de fonds supplémentaires. Le montant de l'enveloppe promise par l'Union européenne n'a pas encore été fixé, mais la Turquie a estimé que 3 milliards d'euros étaient nécessaires pour faire face à l'afflux de réfugiés. Et les promesses européennes ne s'arrêtent pas là. Pour convaincre Ankara, la chancelière allemande a mis sur la table un argument de poids: reprendre les discussions démarrées en 2005 sur une éventuelle entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne. Des négociations qui étaient au point mort depuis plusieurs années. Dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne, il faut que les citoyens turcs bénéficient d'un accord sur le visa Schengen. Nous avions discuté de cela avant la crise syrienne. Ce que nous avions prévu pour 2017 sera effectif en 2016. Après avoir rencontré le Premier ministre, mais aussi le président turc Recep Tayyip Erdogan, la chancelière allemande a estimé avoir obtenu des progrès dans ses pourparlers. Cette histoire à présent, toujours au sujet de la crise migratoire. Une embarcation de réfugiés syriens a été sauvée in extremis au large des côtes grecques ce week-end. Jusque-là, l'histoire pourrait presque être banale ces jours-ci, sauf que les sauveteurs en question sont israéliens alors que les deux peuples sont officiellement en guerre. Le récit de Julia Ganantia. Ibrahim, cet enfant syrien, vient d'être sauvé de la noyade par des Israéliens.
Ils font partie du club de yacht Poséidon d'Ashdod, dans le sud d'Israël. La scène se déroule au large de l'île grecque de Castellorizo, tout près de la Turquie. Le petit survivant est encore sous le choc. À cet instant, les Israéliens pensent que le jeune garçon est le seul rescapé de l'embarcation. Mais quelques instants après, ils voient plusieurs personnes nager près du bateau pneumatique qui avait coulé. Au total, 11 réfugiés, dont 4 enfants, vont être sauvés. Sur cette image, une femme est remontée à bord avec son bébé mort. Le nourrisson a 6 mois, elle l'a tenu dans ses bras toute la nuit. C'est choquant, c'est très choquant ce qu'on voit là. Après avoir apporté les premiers secours aux survivants, les Israéliens ont accompagné les rescapés aux autorités grecques. Ici, les naufrages sont quasi quotidiens et jeudi, 7 personnes, dont 3 enfants et un nourrisson, sont mortes noyées lorsque leur embarcation en bois a été percutée par un patrouilleur des gardes-côtes grecs au large de l'île de Lesbos. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 300 migrants ont trouvé la mort en mer Égée cette année. En France, sursaut patriotique. Les chiffres sont révélateurs. Les attentats de janvier et la menace terroriste ont dopé le nombre de candidatures à l'armée de terre. Betsabé, l'effet Charlie se ressent directement sur ces vocations. Exactement. Alors vous avez des candidatures spontanées qui se sont multipliées littéralement sur le site s'engager.fr. C'est donc le site officiel de recrutement de l'armée de terre française. En 2014, ils étaient 120 000 ces candidats à remplir le formulaire sur le site pour se mettre donc en contact avec un conseiller en recrutement. Vous allez voir que cette année, au rythme en tout cas auquel les candidatures affluent, eh bien fin 2015, le nombre de candidatures devrait s'élever à 170 000. C'est quasiment 50% de plus et ça tombe bien puisque les besoins sont croissants. Est-ce qu'il y a un profil type de ces nouveaux candidats? Alors le chef du bureau marketing et communication du recrutement de l'armée de terre expliquait au Figaro justement que la particularité de ces candidats est justement qu'ils viennent de tous bords. Ils sont diplômés ou alors sans qualification, sans compter des profils inattendus, sortis des critères de recrutement, commente le colonel, soit des hommes de 30 ou 40 ans. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ils veulent, je cite, donner un coup de main, ils veulent protéger la population. Mais chez les petits jeunes aussi, cet emballement est patriotique. Ils veulent agir, je cite, pour la défense des citoyens. Alors une protection et une défense dont on a vu les limites en janvier lors des attentats justement à Charlie Hebdo. Et les attentats à Charlie Hebdo ont définitivement, on peut le dire, réveillé les consciences. Alors pas que les attentats, mais aussi les campagnes de sensibilisation comme celle-ci, regardez. Vigilance maximum à vos 2 heures. Protection des populations. Papa, ici Tango Charlie. Opération extérieure. En mesure d'appuyer votre débordement. Papa, bien reçu. J'anticipe ma progression. Intervention d'urgence. Tous les Roméo en avant. L'armée de terre au contact. Plus de 10 000 postes à pourvoir. Pour moi, pour les autres. S'engager.fr. Des campagnes qu'on peut voir à la télévision. Ça vous donne envie, Cyril ? Oui, c'est des belles images. Oui, alors ça marche. Et alors toujours pour motiver les candidats potentiels, vous avez des conseillers RH qui animent 24 heures sur 24 le site Facebook, par exemple la page Facebook du recrutement de l'armée de terre ou alors la page Twitter et de nombreux messages de motivation. Vous avez par exemple ce hashtag je m'entraîne. Aujourd'hui, je fais 2 séries de 20 abdos avec une récup de 15 secondes entre les deux. Vous voyez, on essaie de motiver les gens ou encore des mini-questionnaires toujours sur Twitter sur par exemple la ration de combat. Une ration de combat permet-elle de se nourrir 24 ou 48 heures? Je vous renvoie au site de l'armée de terre pour la réponse. Un indice, en tout cas, elle contient 3500 calories. Et à noter que justement, j'ai remarqué que cette ration de combat semble être un argument majeur pour l'armée de terre qui explique justement sur son site qu'elle est très importante et que les plats qui la composent sont typiques pour rappeler son pays aux soldats, qu'elle contient d'ailleurs aussi différentes friandises, caramels, biscuits et autres chewing-gums pour le réconforter lors des opérations de combat.
Voilà pour ces chiffres, merci Betsabe. À droite, toute en Suisse à présent, comme tous les 4 ans, les Helvètes se sont rendus aux urnes hier pour renouveler leur parlement. La Suisse glisse donc encore plus à droite. Déjà premier parti du pays avec 54 députés sur 200. L'UDC du tribun d'extrême droite, Christophe Blocher, décroche donc le tiers des sièges du Conseil national. Écoutez. Ce que je peux dire, c'est que les Suisses veulent mettre l'immigration au centre de cette élection. Et ils ne sont pas d'accord avec les autres partis, le gouvernement et le Parlement. Nous savons comment s'occuper de cette crise des réfugiés, alors que les autres font comme si ce n'était pas un problème. On n'est pas vraiment étonné par rapport à tout ce qu'on a entendu, par rapport à tous les requérants d'asile qui arrivent. Les Suisses ont de plus en plus peur. Personnellement, je ne pense pas que c'est forcément la meilleure des solutions. Donc je pense qu'il faut les accueillir et être ouverts et pas se renfermer dans notre petite Suisse. Mais c'est très personnel, alors voilà. Donc je pense que les Suisses ont peur. Peur de quoi vraiment, je ne sais pas. Mais ils ont peur, donc ils votent comme ça. À suivre, nous reviendrons sur la situation en Israël. Les attaques se sont recentrées ce week-end dans les territoires palestiniens et plus spécifiquement autour de la ville de Hebron. Alors pourquoi cette localité est si sensible? Décryptage après un nouveau journal avec Nathalie Nagar. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Israël entre donc ce lundi dans sa 3e semaine de violence. Hier, c'est la ville de Beersheva qui a été visée pour la première fois depuis le début de cette crise. Un terroriste armé est parvenu à s'introduire dans la gare routière de la ville. Bilan, 2 morts et 10 blessés. Retour en images sur les faits avec Myriam Aman. Après une journée calme, la terreur a de nouveau frappé au cœur d'Israël. Et pour la première fois, c'est le sud du pays qui est touché. Vers 19h30, un Palestinien armé d'un couteau et d'une arme de poing pénètre dans la gare centrale de Beersheva. Il attaque un soldat israélien de 19 ans, lui vole son arme de service et tire sur la foule. Après de longues minutes, le terroriste est neutralisé. C'était une scène difficile et complexe. Des blessés étaient allongés au sol. Les secouristes ont immédiatement enclenché la procédure adaptée et très vite nous avons évacué les blessés graves. Des personnes choquées ont été prises en charge sur place, puis transportées elles aussi à l'hôpital quelques minutes plus tard. Dans la confusion, les forces de sécurité pensent avoir affaire à 2 assaillants. Un vigile ouvre le feu sur un individu suspect. Il s'agit en fait d'un Érythréen de 20 ans venu à la gare se restaurer après sa journée de travail. Au moment du tir, il tentait de fuir le terroriste. La confusion dure encore de longues minutes. Des Israéliens présents dans la gare s'en prennent à l'Érythréen et lui assènent des coups. La victime est conduite à l'hôpital mais succombera à ses blessures. Le bilan est lourd, 2 morts et 10 blessés, dont 2 sont toujours dans un état critique. L'enquête sur le déroulé de l'attentat est en cours avec 2 questions principales. Comment le terroriste a-t-il pu déjouer la sécurité et pénétrer dans cette gare très fréquentée avec une arme de poing? Et la deuxième, pourquoi un innocent a-t-il été confondu avec le terroriste? Et on vous retrouve Elsa Mimouna, Beersheva, sur le lieu de cette attaque. Alors quel est le climat sur place? Est-ce que la vie quotidienne est en train de reprendre le dessus? Oui, effectivement, Barbara, depuis ce matin, depuis notre arrivée, les gens ne cessent d'aller et venir dans cette gare centrale, la principale gare de Beersheva, la capitale du Negev. On peut noter la présence de beaucoup de forces de police, même si à chaque entrée de la station, seulement 1 ou 2 gardiens fouillent de manière ponctuelle les sacs à main, les sacs à dos, ce qui peut inquiéter parfois les passagers. Alors derrière moi, vous le voyez, la fenêtre porte toujours les traces de balles qui témoignent de la violence de cette attaque meurtrière qui a eu lieu ici au sein même de cette enceinte. Alors une question demeure, comment le terroriste a pu pénétrer avec une arme de poing dans cette station très fréquentée? Il faut le dire qu'à chaque entrée, il n'y a pas de rayon X ou de portique comme par exemple à la station d'autobus de Jérusalem, et les fouilles ne se font pas méthodiquement
géographiquement, il est donc plus ou moins facile finalement de pénétrer avec une arme si on a l'intention de commettre une attaque. Autre question, Elsa, le profil du terroriste qui est passé à l'acte hier, on l'a dit, le sud d'Israël et la ville de Be'er-Sheva avaient été jusqu'ici épargnés par cette vague d'attentats. Est-ce qu'on sait ce matin d'où provenait le terroriste ? Oui, Barbara, le sud est plus ou moins épargné, même si c'est à 50 km d'ici, dans la ville de Kiryat Gat, que la première attaque en dehors de la Cisjordanie et de Jérusalem depuis cette vague de violence a eu lieu. Alors ce matin, la censure militaire n'est toujours pas levée quant au profil du terroriste. Beaucoup de rumeurs circulent depuis hier, mais les services de sécurité intérieure israéliens mènent leur enquête et communiqueront très certainement d'ici quelques heures plus d'informations. Voilà, l'enquête suit son cours. Merci Elsa depuis Be'er-Sheva. Et puis le climat reste extrêmement tendu et sensible à Jérusalem. Également ce matin, on vous retrouve Mathias dans le quartier d'Essaouia où le cabinet de sécurité envisage d'ériger un mur de béton entre le quartier arabe et le quartier juif de la ville. Oui, pour l'instant, Barbara, vous le voyez derrière moi, il s'agit d'un barrage hermétique, celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a des blocs de béton, des gardes frontières et également des policiers sur place, mais pas de blocs de béton. En tout cas, les voitures ne peuvent pas passer. En revanche, les personnes peuvent rentrer et sortir, ce qui crée bien évidemment pas mal d'embouteillages le matin et également de retard, parce qu'il faut le dire, une grande partie des habitants d'Essaouia, ce sont des résidents, pas des citoyens israéliens, travaillent du côté juif, c'est-à-dire dans le quartier de la Giva à Tzarfatit, à quelques 100 mètres. Et c'est là toute la complexité territoriale de ces quartiers imbriqués les uns dans les autres ici à Jérusalem. Alors vous le dites, ces mesures de sécurité comprennent également depuis une semaine des barrages flottants installés un petit peu partout à la sortie de ces quartiers arabes de la capitale. Est-ce qu'on peut lier une certaine baisse des attaques à Jérusalem à ces barrages installés depuis plusieurs jours ? Écoutez, oui et non. Oui, parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de mesures de sécurité, beaucoup plus de contrôle en sortie de ces quartiers, que ce soit Essaouia, Chouafat, Jabel Moukaber. Et donc, forcément, il y a une baisse de l'insécurité. En revanche, impossible de filtrer tout le monde. Impossible de contrôler 37% de la population de Jérusalem qui vit dans ces quartiers palestiniens de Jérusalem. Et donc, difficile d'établir pour l'instant un bilan. Ce que l'on sait a priori, c'est que le terroriste qui a commis l'attentat hier à Be'er-Sheva viendrait de ces quartiers palestiniens de Jérusalem. Alors cela peut répondre à votre question. En effet, beaucoup moins d'attentats à Jérusalem et plus en extérieur. Merci Mathias. Voilà, et plus en extérieur, c'était le cas notamment de la Cisjordanie. Ce week-end, les attaques se sont recentrées dans les territoires palestiniens et plus spécifiquement autour de la ville de Hébron. Retour en images sur 48 heures, on ne peut plus tendu dans cette ville de Cisjordanie avec Léa Volbert. 4 attaques à l'arme blanche en moins de 48 heures, toutes concentrées dans et autour de cette ville. Hebron, au sud de la Cisjordanie. Ici, près de 700 Israéliens vivent sous la protection de l'armée. Ils cohabitent avec 200 000 Arabes musulmans. Depuis le début de la vague de violence qui frappe Israël et les territoires palestiniens, les tensions entre les deux communautés sont à leur comble. Hier soir, vous pouviez entendre des cris provenant de la mosquée, du muezzin, criant et hurlant des paroles insensées comme Allahu Akbar, Dieu est grand ou tuez les Juifs. La grande majorité de la communauté juive de Hebron est orthodoxe. Ces familles ont choisi de vivre ici par conviction, envers et contre le danger quotidien. Nous n'avons pas peur, nous nous sentons en sécurité, nous avons la foi. Ici, c'est l'endroit où nous pensons que nous devons être et nous ne laissons pas la peur nous gagner. Au cœur de la vie spirituelle de Hebron, le tombeau des patriarches. Selon la tradition juive, ce complexe érigé au centre de la ville abrite les tombes de 4 couples bibliques. Lieu saint pour les juifs, les musulmans, mais aussi pour les catholiques, le tombeau des patriarches est aujourd'hui partagé entre une mosquée et une synagogue.
Alors on vient de le voir, Hébron est situé dans la région des monts de Judée, au sud de Jérusalem, et c'est une des plus anciennes cités du Proche-Orient encore habitée. Hébron est considérée comme une ville sainte par les trois grands monothéismes et le théâtre perpétuel de tensions religieuses et politiques. On tente d'y voir plus clair avec vous, Daniel. Pourquoi cette ville reste aussi sensible aujourd'hui ? Bien, parce qu'on peut dire que Hébron porte le poids de son histoire. Effectivement, c'est une très vieille cité. C'est une cité 3 fois sainte, mais en particulier pour les Juifs et pour les musulmans. C'est une cité qui a connu plusieurs pôles de tension, en particulier en 1929, avec un massacre qui a été perpétré contre la population juive, et également plus proche de nous, en 1994, un massacre qui a été perpétré par Baruch Goldstein à l'intérieur du caveau des patriarches, qui est, on va dire, le cœur de la ville et qui est le cœur de l'histoire, l'un des cœurs de l'histoire du peuple juif. Alors justement, historiquement, cette ville est passée de main en main plusieurs fois. Quel est son statut aujourd'hui ? Alors, il y a effectivement une population, il y a deux populations importantes. Il y a la population palestinienne qui compte 200 000, il y a 200 000 habitants à Hébron, et au cœur de Hébron, autour du caveau des patriarches, il y a une population israélienne. Il y a entre 500 et 800 habitants israéliens. Alors cela, c'est le résultat des accords d'Hébron qui ont été conclus par Binyamin Netanyahou, il faut le rappeler, en janvier 1997, qui permettait le maintien d'une enclave à l'intérieur de la ville palestinienne. Voilà, la ville a été séparée. H1, c'est le territoire palestinien. H2, Hébron 2, c'est le territoire israélien, qui est au cœur du territoire palestinien. Et il y a également à l'intérieur de ce territoire où vivent les Israéliens, il y a environ 40 000 Palestiniens qui vivent. Donc c'est effectivement source de tension, naturellement. Et puis surtout, c'est que c'est un cœur religieux. Et on peut dire d'une certaine manière, lorsque Jérusalem s'enrhume, eh bien Hébron éternue. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé au cours des derniers jours. On a vu une multiplication d'attentats à Hébron entre les deux populations, mais malgré tout il faut noter que il y a eu des moyens de canaliser cette colère religieuse entre les deux communautés. Après le massacre perpétré par Baruch Goldstein, eh bien, on a trouvé un statu quo dans le caveau des patriarches pour permettre aux Juifs et aux musulmans de prier. Certaines journées sont réservées aux musulmans, d'autres journées sont réservées aux Juifs. C'est d'ailleurs une proposition qui a été soulevée par des Israéliens pour être calquée sur le mont du Temple, avec le refus catégorique de la part des musulmans, bien entendu. Et puis il y a eu aussi cet accord de Hébron qui permet d'une certaine manière d'éviter des tensions. Malgré tout, ça tient le coup en général, mais lorsqu'il y a des tensions à caractère religieux, eh bien, on voit que cela ressurgit, et c'est ce qui s'est produit ces derniers jours. Un jour, un retrait des populations juives de ce cœur de Hébron. On rappelle les proportions de la population, 200 000 Palestiniens d'un côté et quelques centaines d'Israéliens à peine de l'autre. Eh bien, écoutez, après le massacre perpétré par Baruch Goldstein en 1994, Yitzhak Rabin, qui était alors Premier ministre, avait la possibilité de le faire. Et c'était une occasion rêvée, parce qu'effectivement, après ce massacre, il y avait une tension telle qu'il aurait pu décider de cela. Il ne l'a pas fait. Cela prouve qu'il y a aussi que le caveau des patriarches, c'est un cœur, un point stratégique et névralgique de l'histoire du peuple juif, quasiment aussi important que le mont du Temple, et que s'il devait s'en retirer, eh bien, cela provoquerait d'énormes tensions. On a beaucoup de mal à imaginer que Binyamin Netanyahou, avec sa coalition actuelle, avec la droite religieuse qui est au cœur de son gouvernement, eh bien, puisse initier ne serait-ce qu'une telle démarche. Merci pour ces précisions, Daniel. Et puis dans cette vague de violence, que connaît Israël? Un mot de politique avec cette question. Binyamin Netanyahou risque-t-il d'écorner son image de Monsieur Sécurité? Dror, un sondage paru ce week-end est plutôt révélateur. Oui, effectivement, et vous avez raison de rappeler cette appellation Monsieur Sécurité, parce que c'est en fait sur cette image-là que Binyamin Netanyahou a basé toute sa carrière politique, et là on constate très nettement que cette image s'est écornée. On va le voir tout de suite avec les résultats de ce sondage qui a été effectué il y a quelques jours. 71% d'insatisfaits concernant la manière dont Netanyahou gère la crise actuelle, 23% seulement d'Israéliens satisfaits, sans opinion 3%, donc véritablement une chute. Alors et ça s'explique peut-être aussi par le fait que Binyamin Netanyahou, comme à chaque fois qu'il a été confronté à des crises sécuritaires, eh bien réagit avec une
certaine retenue qui peut déstabiliser la partie la plus à droite de son électorat. Et puis les mesures qu'il a prises sont tout à fait opposées au corpus idéologique d'une partie de son électorat, que ce soit l'interdiction pour les ministres et les députés de se rendre sur le mont du Temple, et puis également aucune nouvelle construction n'a été annoncée dans les territoires. Mais quand même, un mot pour relativiser tout de même, Barbara, en période de crise comme ça, on n'est jamais satisfait. Les gens ne sont pas satisfaits et quel que soit le leader politique en place, eh bien, il en paye les pots cassés. Alors justement, est-ce que cette insatisfaction profite à d'autres dirigeants politiques dans le pays? Oui, il y en a un certain Avigdor Lieberman notamment, on va le voir tout de suite avec ce second sondage qui va s'afficher à l'écran. Avigdor Lieberman, le mieux placé pour contrer la vague de violence selon les Israéliens, on va le voir tout de suite. Donc à la question, parmi ces personnalités, laquelle pourrait de la meilleure manière contrer la vague de terrorisme? Lieberman 29%, Netanyahou le mois dernier 17%, Naftali Bennett le foyer juif 11%, Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major à qui l'on prête des visées politiques 9%. Yitzhak Herzog, le travailliste et chef de l'opposition, 5%, et Yair Lapid, le centriste, 5%. Alors, c'est pas vraiment étonnant que les leaders de la droite israélienne sont en haut du classement, Lieberman, Netanyahou, Bennett, parce que ce genre de crise, en général, profite à ceux qui préconisent la manière forte. Pas étonnant non plus, donc, Herzog, le travailliste et le leader du parti centriste Yesh Atid et Yair Lapid soient en queue de classement. Par contre, la surprise, c'est Lieberman largement en tête. Alors pourquoi Lieberman? Deux explications à mon sens. La première, c'est qu'il est dans l'opposition, ce qui n'est pas le cas de Naftali Bennett. Lieberman dans l'opposition, donc il profite de cette grogne généralisée vis-à-vis du gouvernement. Et puis l'autre explication peut-être, c'est que Lieberman, contrairement à Naftali Bennett, est en faveur de la séparation. Et ce thème de la séparation entre Israéliens et Palestiniens, c'est un thème qui revient dans le débat public, alors que Naftali Bennett, qui est partisan de la présence israélienne dans les territoires, et voire même de l'annexion de certaines parties des territoires conquis en 67, lui, est en défaveur de ce genre de thèse. Cette analyse politique, avec une information qui vient d'être autorisée à publication. Le terroriste qui a commis l'attentat hier à Be'er-Sheva est un bédouin israélien. Voilà, c'est désormais officiel. Il est issu du village de Khoura, dans le Negev. C'était donc une information que l'on vérifiait dans les forces de sécurité israéliennes. Est-ce que ça change quelque chose que les bédouins, qu'un bédouin ait décidé de passer à l'acte? C'est très surprenant. Vous savez que la plupart des bédouins servent dans les rangs de l'armée israélienne. Le vigile qui, d'une manière tout à fait malencontreuse, a tiré sur un jeune érythréen croyant qu'il avait affaire au terrorisme, ce vigile était lui-même bédouin. Donc c'est dire toute la complexité des choses. On pensait que le terroriste était issu, comme la plupart des précédentes attaques de Jérusalem-Est. C'est un bédouin, c'est une mauvaise surprise. Voilà, information qui vient donc de tomber. Le terroriste qui est passé à l'acte hier à Be'er-Sheva est donc un bédouin israélien issu d'un village du Negev. Plus de développement dans notre édition, un nouveau journal avec Nathalie Nagar, et on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning au cœur de l'actualité française. Ces dernières semaines, un mot, race, un terme polémique dans la bouche de Nadine Morano qui a parlé, on s'en souvient, de la France, pays de race blanche. Et on s'arrête ce matin sur ce terme pour savoir s'il a vraiment un sens. Betsabé, vous vous êtes posé cette question. Oui, d'autant qu'en fait, il y a une diversité de teintes quasi infinie. Non seulement la couleur de la peau ne se limite pas à blanc ou noir, il suffit de voir ce plateau. Regardez aussi, par exemple, Muriel Robin, l'humoriste qui est revenu avec humour sur des nuances qui comptent, et bien malheureusement quand même pour certains, comme cette maman dont la fille lui apprend que son fiancé est au diable noir. Si ça me gêne, alors là, pas du flouchou, flou-flou. Pas du flou-flou. S'il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Mais dis-moi un petit peu, il est noir, noir, un peu blanc. Ah, noir. Ah, complètement noir. Oui. Ouais. Alors non seulement il y a donc des nuances, on l'a vu, donc du noir au blanc, mais il y a ce que le magazine féminin Mademoiselle appelle les sous-tons, Barbara. Et il y aurait ainsi, et oui, 3 grandes catégories de sous-tons. Le sous-ton froid, rouge, bleu, le sous-ton chaud, jaune, doré, cuivré, ou encore le sous-ton neutre, un mélange des deux premiers. Toute une série de sous-gammes, donc une gamme de couleurs qui varie en outre en fonction de l'exposition au soleil. On le sait bien, ici à Tel Aviv, en effet,
le bronzage. Le bronzage affecte considérablement la teinte de la peau. Une de nos collègues, d'ailleurs, en a fait l'expérience cet été. Elle est littéralement changée de race, d'ailleurs. Elle se reconnaîtra, et cela sans parler de l'autobronzant qui peut vous faire passer carrément à l'orange. Alors, vous rajoutez à cela votre degré de fatigue, d'hydratation de la peau, votre acidité au peeling, à la voix, nos instituts de beauté, et même l'alcool ou le tabac qui influence aussi votre teint. Et là, vous obtenez un résultat qui finalement change même d'un jour à l'autre. Et pourtant, c'est de cette même couleur, nous dit-on, que dépend la race. Choix étrange, puisque paramètre variable, on aurait pu choisir la distance entre le pouce et l'index ou les cheveux, hein, ça se voit aussi de loin, mais non, c'est la peau qui définirait la race, et c'est d'autant plus étrange, Barbara, que nos gènes en fait seraient quasiment identiques d'un bout à l'autre de la planète. Ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est que ce concept de race est illusoire. Alors, en tout cas, visuellement, on l'a vu, oui. Ouais. Scientifiquement, apparemment aussi. Prenez par exemple une étude publiée en 2003, c'était dans la revue scientifique, donc Human Biology. Eh bien, des chercheurs du Michigan expliquent que 85%, donc la plupart des variations génétiques, eh bien, se produisent en fait à l'intérieur d'un même groupe de population. Conclusion scientifique, donc, eh bien, aucun concept de race n'est compatible avec les tendances de variation révélées par les analyses génétiques. Si race il y a, il s'agit en fait d'un concept culturel. Je vous accorde alors les sciences humaines basées sur les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, voire un même mode vestimentaire. C'est là qu'on retrouverait peut-être les mêmes races. Si l'on suit ce raisonnement, donc, un ami noir, par exemple, n'est pas une caution morale contre le racisme, pas plus que Solange, hein, cette fameuse amie noire de Nadine Morano. Vous vous souvenez, plus noire qu'une arabe même. J'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Voilà, plus noir qu'une arabe. Exactement. Alors, l'ami noir, c'est un concept bidon. Désolée Nadine. Le Gorafi s'est d'ailleurs amusé avec un personnage tout aussi bidon. Il s'appelle Benoît Abalo. Et alors, Benoît, Barbara, il aurait choisi de consacrer sa vie à servir de caution morale auprès des Français les plus xénophobes. Le Gorafi l'aurait rencontré, s'amuse le journal. Il a bientôt 40 ans, mais on lui en donnerait à peine 30. Benoît vient du Togo. Il est arrivé en France à l'âge de 7 ans avec sa mère. Aujourd'hui, il vit à Boulogne-Billancourt et travaille dans l'immobilier depuis 2001. Bref, culturellement parlant, vous m'aurez saisi, la même race donc en fait que ceux qui l'utilisent comme amis ou faux amis, et donc pas vraiment une justification pour ceux qui l'invoquent. Il faudra trouver quelque chose d'autre comme caution morale. Voilà pour ce terme de race. Merci pour ces précisions, Betsabiel. Un mot de ciné à présent. L'actu ciné de ce lundi, c'est 3 films qu'il faut connaître. Laetitia, on démarre par les toutes premières images déjantées du dernier film des frères Cohen. Tout à fait. Enfin, on les a, hein, ces images. On se demandait vraiment à quoi allait ressembler Ave César. Hein, c'est le titre de ce tout dernier film des frères Cohen. Un casting à couper le souffle. Hein, Josh Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Channing Tatum et même le français Christophe Lambert. Allez, petite immersion dans le Hollywood des années 50 vue par la fratrie issue de cette même industrie hollywoodienne, la fratrie la plus célèbre, Image. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them. And action. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but... if we had... Faith. Cut. Mr. Mannix. What's up? The director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future. Hello, Bert. Hello, Mr. Mannix. Lawrence, Obi, thank you all for coming. The studio needs your help. Baird Whitlock has been kidnapped. This is bad. Bad for movie stars everywhere. She sings the perfect harmony. Let's spend 24 hours. But we're looking for him. We don't want it in the gossip columns. This is going to cost the studio a lot of money. And that's where you come in. I need some cash. You must have very strong forearms. Is it hard squeezing it like that? It's part of the job, miss. I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie. Truth, yes.
Eddie. So won't you tell me no truth, I wanna only your lies. Don't you tell me no truth, I want only your lies. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future? Good Lord. Wondering what's going on? Voilà, les fans risquent de ne pas être déçus avec ce Ave César. Encore un tout petit peu de patience. Le film a une sortie prévue pour le 17 février. Allez, autre film très attendu dont on parle ce matin, c'est le dernier Lelouch. Il fait déjà pas mal le tour des festivals. Et Claude Lelouch qui s'attache encore et toujours à décrypter l'amour. Tout à fait, avec une pointe d'humour saupoudrée par Jean Dujardin. La filmographie de Lelouch compte déjà plus de 50 films au compteur. Et voilà qu'à 77 ans, il nous propose un plus une. C'est un film donc avec Jean Dujardin et Elsa Zilberstein qui joue l'un, un compositeur qui a laissé la femme de sa vie, de ses rêves à Paris, le temps de travailler sur une nouvelle version originale de Roméo et Juliette. Et elle, Elsa Zilberstein, joue la femme de l'ambassadeur français en Inde avec qui elle souhaite avoir un enfant. Voilà qu'ils vont passer un peu de temps ensemble, un peu trop de temps ensemble, au point de perturber leurs sentiments. Regardez. Je peux vous poser une question idiote? Après ce qu'on vient de faire, oui, c'est celle que je préfère. Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Moi. T'as une copine maintenant à Paris? J'ai un peu trouvé mon moi, mais avec des nichons, tu vois ce que je veux dire? C'est un grand honneur pour l'ambassade de France de saluer la présence d'Antoine Abélard, grand compositeur français. Bienvenue en Inde. Donc alors comme ça, vous êtes madame l'ambassadrice. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'embrasser la main de ma femme. Vous êtes mariés? Ah non, mieux que ça. Je suis amoureux. Et elle fait quoi? Elle est maçon. Elle est pianiste. D'accord. Une très grande pianiste. Est-ce que tu veux m'épouser? Vous partez en voyage? J'arrive pas à avoir un enfant, donc Ah, pardon. je vis sur le chemin de la fertilité. Mais ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Oui, non, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour? Avoir un enfant. Ah oui. On y va là! J'ai rêvé de vous cette nuit. Voilà, donc sortie le 9 décembre, on en reparlera bien évidemment avant ça. Voilà, dernier film à connaître aujourd'hui, c'est votre coup de cœur du jour. Voilà, complètement fan de ce film, ça s'appelle Dope, ça a été produit par Pharrell Williams, Forest Whitaker ou encore Sean Combs, qui est le pseudonyme de Puff Daddy, qui est le vrai nom pardon, du pseudonyme Puff Daddy. Alors, on ne sait plus trop, avec Puff Daddy, il y a eu tellement de noms différents, bref. Un Demandez film... à Maurice y faire. P. Diddy. Un film à la vibe super cool, une comédie bien décidée à donner aussi un grand coup de pied dans la fourmilière des clichés sur les noirs des ghettos américains. On suit le parcours de Malcolm qui est une sorte de geek un peu exclu par les adolescents de son quartier justement à cause de ce look geek, de ses ambitions, de ses passions. Aller à Harvard, seulement voilà, à son insu, il va se retrouver mêlé à une affaire de drogue et ça va engendrer toute une succession d'événements tout à fait explosifs et jouissifs. Regardez la bande-annonce. So what are you, man? Who do you think you are? Who are you? I'm just Malcolm. I've been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many women wanna down me. If Neil deGrasse Tyson was writing about Ice Cube, this is what it would look like. You go to high school in Inglewood. Think you're gonna get into Harvard? And I love myself. The world is a ghetto with guns and dick inside. I love myself, but they can do what they want when they want. I don't mind. Voilà, avec une bande originale signée Pharrell Williams. Merci Laetitia pour ces 3 films à ne pas manquer. On s'intéresse à présent à une vague de contestation qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est un mouvement qui s'oppose au phubbing. Alors le phubbing, c'est issu de la contraction de phone, téléphone, et snobbing, snobber en clair. Le phubbing, c'est de parler avec quelqu'un tout en ayant les yeux fixés sur son téléphone. Ça nous arrive tous, mais mon Dieu que c'est mal poli. On s'arrête ce matin avec vous Rudy sur cette impolitesse 2.0.
Je vais le prendre mal. Ah, pardon. Oui, je répondais à un mail important. Alors, c'est vrai, le phubbing, c'est ça. Oui, alors on en parle depuis une dizaine de jours un petit peu dans les médias, mais en fait, le terme phubbing, il date de 2013. Il a été inventé par le jeune Australien Alex Hawke, qui, comme vous, comme moi, n'en pouvait plus de voir ses amis plonger constamment le nez dans leur téléphone alors qu'il essayait de leur parler. Alors il a mis un mot sur ce véritable phénomène de société. Alors sachez par exemple que nous touchons en moyenne notre téléphone à peu près combien de fois? Par jour? Par jour. Une vingtaine de fois? Oui, 221 fois par jour. Les études sur la question sont légion. Alors juste pour vous faire rendre compte un petit peu de la gravité du phénomène, voici quelques chiffres en vrac. 78% des Français passent 15 minutes sur leur smartphone juste avant de se coucher. 75% d'entre eux consultent un quart d'heure après le réveil, premier réflexe. Plus grave encore, 36% des Britanniques se disent prêts à répondre à un appel pendant l'amour et une Européenne sur 4 se dit prête à consulter leur portable lors de l'accouplement. Je vous pose la question, mesdames, mesdemoiselles. Alors voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais en tout cas, ce phénomène du phubbing pendant l'amour est entré dans les mœurs. En témoigne une publicité que je voulais vous montrer. Ça dure une dizaine de secondes. C'est une application pour un site de vente en ligne. Et vous voyez que cette pratique du phubbing pendant l'amour, eh bien, elle s'est démocratisée. Regardez. Quand elle est à vélo ou avec son gilot, y a une appli d'enfer pour faire des bonnes affaires. Avec sa petite appli, elle est toujours happy. Voilà. Le pauvre Julot. Oui, là, c'est une catastrophe. Alors, le phubbing, c'est pas seulement en couple, c'est aussi dans le monde de l'entreprise. Oui, alors retenez aussi ce chiffre. 64, c'est le nombre de secondes nécessaires à votre cerveau pour reprendre un petit peu le fil de la conversation après avoir lu un email. Alors, donc, il y a une étude de l'université Baylor au Texas qui s'intéresse effectivement aux managers phubbers, c'est-à-dire dans le monde du travail. Exemple, vous parlez d'un sujet important à votre boss et il a le nez dans son téléphone. Eh bien, selon les scientifiques et selon l'enquête, cela évidemment affecte la confiance que l'employé peut avoir envers ses managers et cette perte de confiance a des conséquences pour la productivité. L'employé va se sentir moins écouté. Oui, alors là on voit aussi d'autres cas de phubbing et voilà, l'employé se sent moins écouté, moins mis en valeur et donc il songe à moins s'investir dans son entreprise et à la quitter. C'est mauvais pour la motivation. Absolument. Est-ce qu'il y a des moyens de combattre le phubbing? Comment on fait pour s'en prendre à ce phénomène? Mais déjà, il faut faire appel à son propre savoir-vivre, tout simplement, et à son propre aussi self-control quand nous, on essaye d'éviter de phubber les autres. Mais il y a par exemple des restaurants qui vous offrent des réductions si vous laissez votre téléphone portable à l'entrée. Mais alors, si vous voulez une véritable armada pour combattre le phubbing, direction le site stopphubbing.com, monté évidemment par une agence de communication. Alors là, vous avez un tas de chiffres, vous découvrez que Paris est une des plus grandes villes de phubbing du monde, mais vous avez aussi un tas de choses à télécharger comme ces affiches anti-phubbing que vous pouvez mettre au bureau, tout simplement. Voilà, attention aux phubbers, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ou encore, si vous organisez un mariage, alors ça c'est très très mignon, si vous mettez ça sur les tables, voilà, votre place est ici, mais ce n'est pas la place de votre téléphone. Génial. Et vous pouvez poser ça sur la table lors de votre mariage. Alors sur le site, vous pouvez aussi vous venger et envoyer les photos d'autres phubbers pris la main dans le sac ou en tout cas les yeux sur le téléphone portable et il y a un Hall of Shame, voilà, le mur de la honte. Le mur de la honte. En 10 secondes, les artistes aussi s'y opposent. Oui, les artistes, les photographes, l'internaute Babycakes Romeo qui avait publié il y a un an une série de photos sur la rupture sociale qui avait fait le tour du web et plus fort encore, un autre photographe qui lui a enlevé les téléphones des mains, il les a gommés au Photoshop, ce qui prouve qu'on est absolument ridicule. Allez, on tente une journée sans téléphone. Non. Et sans phubbing. Non. Non. J'aurais essayé. Merci Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau journal, le point complet sur l'actu avec Nathalie Nagard. Je vous souhaite de passer une belle journée. À demain. Portez-vous bien.